La fille réalise soudain que cet homme naïf devant elle semble beaucoup aimer son cartable. Alors tout en s'en vantant, elle attire l'homme vers la mer, comptant faire tomber cet idiot dans l'eau. Soudain, la fille glisse et tombe dans l'eau. Voyant cela, John plonge immédiatement, mais quand il retrouve la fille, elle ne respire plus. Il tient le corps froid, debout dans l'eau, figé et désemparé. À ce moment, le père de la fille arrive en entendant le bruit et voit sa fille morte dans les bras de John. En tant que commandant, le père perd immédiatement le contrôle. Il sort son pistolet, prêt à régler le compte de John sur place. Heureusement, ses subordonnés l'arrêtent à temps. John est ensuite ramené de force au camp militaire. Les soldats le soumettent à une torture cruelle, bien que John insiste que la fille est tombée d'elle-même. Sous les menaces violentes des soldats, il finit par apposer son empreinte sur l'aveu. En réalité, plus que la mort, ce qui l'effraie vraiment est de ne plus voir sa propre fille. John a l'intelligence d'un enfant de 6 ans, mais c'est un père qui adore sa fille. Pour acheter à sa fille le cartable ID qu'elle aime tant, John économise et se prive. Travaille dur pour gagner de l'argent. Malheureusement, le commandant l'a devancé pour le cartable. Il ne sait pas ce que signifie cet uniforme militaire. Il s'approche en espérant que le commandant lui cède le cartable. Mais le commandant lui donne une gifle, qui fait tomber John à terre. De retour à la maison, sa fille reste triste. John le voit et se sent très coupable. C'est ainsi que se produit la tragédie du début. Apprenant que son père a été arrêté, Jenny, sa fille, et sa grand-mère attendent toute la nuit devant le camp militaire. Mais ce qu'elle voit, c'est le fourgon emmenant son père en prison. Jenny poursuit désespérément le véhicule. Entendant la voix de sa fille, John s'agite. Il craint que sa fille ne soit aussi blessée. Soudain, il pense à quelque chose. Il crie « Le Cyclope ». Le Cyclope est un secret entre le père et la fille. C'est une ruine près de la mer. En fait, au moment de l'incident, une silhouette était apparue dans les ruines, témoin de tout l'accident. Jenny se rend immédiatement aux ruines. Il y a bien quelqu'un qui confirme l'innocence de John et promet de témoigner plus tard. Mais quand Jenny revient avec sa grand-mère, l'homme a disparu. De son côté, John est emmené en prison. Il est placé dans la cellule numéro 7. Face à des codétenus à l'air menaçant, John affiche toujours son sourire innocent et naïf. À ce moment, il ne sait même pas où il se trouve. Les prisonniers, voyant John battu et le visage couvert de blessures, éprouvent de la compassion pour lui. Mais quand ils apprennent son crime présumé, ils lui mettent un sac sur la tête, l'emmènent dans les toilettes et le battent. On dit que plusieurs côtes de John ont été cassées. Bientôt, John est traduit en justice. Selon les soi-disant preuves, le juge le condamne à mort. John ne comprend pas ce que cela signifie. Quand il se retourne et voit sa grand-mère pleurer, il pleure aussi. De retour en prison, John persiste à écrire des lettres à sa fille chaque jour. Il lui dit que tout va bien ici. Malheureusement, les lettres sont déchirées par les gardiens. Il ne peut que crier le nom de sa fille, encore et encore par la petite fenêtre, tandis qu'à l'extérieur, sa fille attend chaque jour dans les ruines, espérant trouver l'homme qui pourrait prouver l'innocence de son père. La grand-mère, voyant combien Jenny manque à son père, l'emmène visiter la prison. Mais le commandant a déjà donné des ordres. Personne ne peut rendre visite à John. Pendant qu'ils se disputent, Jenny court vers l'extérieur de la prison, appelant sans cesse son père. De l'autre côté du mur, John entend l'appel de sa fille. Un mur épais de près de 2 mètres sépare le père et la fille qui se manquent. Le soir, John voit 2 prisonniers se disputer dans les toilettes. Voyant l'un d'eux sortir un couteau, il se précipite sans réfléchir et se fait poignarder. Malgré la douleur, il exhorte les 2 hommes à garder leur calme. Voyant ce simple d'esprit toujours attentif aux autres, les codétenus commencent à douter qu'il soit vraiment le meurtrier de la fillette. Après un certain temps ensemble, ils ont vu l'optimisme et la bonté de John. Mais la date d'exécution de John approche. Les codétenus décident qu'avant sa mort, ils lui permettront de voir sa fille une dernière fois. Jack soudoie un gardien pour cacher Jenny dans le chariot de nourriture et l'amener secrètement dans la cellule numéro 7. En voyant la charmante Jenny, le cœur de ces hommes fond. Après plusieurs mois, le père et la fille se retrouvent enfin. Jenny dit à son père qu'elle a trouvé le Cyclope, qui peut prouver l'innocence de son père. Les codétenus croient enfin que John a été injustement accusé. À ce moment, un imprévu survient. Le directeur de la prison reçoit un signalement et se dirige furieusement vers la cellule numéro 7. Tout le monde panique. Mais quand la cellule s'ouvre, les détenus sont assis ensemble comme si de rien n'était. Mais le directeur sait qu'il y a une personne ici qui ne mentira pas. Il demande à John si Jenny est dans la cellule. John montre honnêtement sous le lit. Voyant Jenny sous le lit, le directeur, furieux, s'apprête à l'emmener. Mais Jack l'arrête, lui dit que John est innocent. Le directeur sait bien que c'est une erreur judiciaire. Mais face à la pression du commandant, il est aussi impuissant. D'un autre côté, le directeur a trouvé le témoin, qui est prêt à révéler toute la vérité. Alors que tout le monde pense que la situation va s'améliorer, le commandant est informé. Il fait venir le témoin seul pour un prétendu interrogatoire. Pour le commandant, que John soit coupable ou non n'a plus d'importance. Il veut simplement que John paie pour la mort de sa fille.